Ça va être difficile de faire une liste exhaustive de toutes les contre-indications parce que finalement ça va être du cas par cas, mais on peut en citer quelques-unes. Les questions qui reviennent souvent, c'est diabète et ramadan. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM et la santé plus que jamais pendant ce mois de Ramadan avec celui que vous retrouvez le soir qui est notre référent médical, c'est Walid Mekedem. Comment ça va, Doc ? Ça va très bien, Philippe, et toi ? Ça va bien, docteur Walid Mekedem. On suit vos histoires depuis quelques années, depuis vos études de médecine. Aujourd'hui, vous êtes médecin généraliste installé à Paris et vous êtes conventionné, c'est important de le dire. Pour combien de temps ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le cas. Effectivement, je suis médecin conventionné, donc médecin généraliste à Paris et du coup, content d'être là aujourd'hui pour parler médecine et ramadan. On retrouve vos vidéos sur votre chaîne YouTube, Avicenne. Avicenne, donc oui, effectivement, sur YouTube, on a dépassé les 60 000 abonnés. Donc écoutez, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme. Vous êtes les bienvenus. Avec des histoires de patients. Les histoires sont, des patients, elles sont mieux parce que c'est pas nous qui les écrivons et les patients sont drôles au fond. Oui, des fois je raconte quelques anecdotes. Après, c'est pas le fond finalement de la chaîne. Je vous explique un petit peu la médecine de manière très simple et vous raconte un petit peu mon activité en tant que médecin. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. D'accord. Mais moi je voulais que vous nous racontiez une histoire de patient. Vous voulez une histoire de patient ? Une qu'on peut raconter pendant le mois du Ramadan. Alors, j'ai une histoire de patient en tête, mais c'est pas un de mes patients, c'est un collègue qui me l'a raconté. Est-ce que ça compte ? Ouais, ça marche. Ça marche ? Ouais. Alors, je rigole déjà d'avance parce que c'était vachement marrant. Donc, c'était une patiente qui réclamait très régulièrement du paracétamol. Vous voyez, le traitement quand on a mal, etc. On prend. Et du coup, venait très très régulièrement pour justement demander des boîtes. Au bout d'un moment, le médecin type dit non mais il y a un problème, madame. Et un jour, il se dit je vais lui poser la question. Madame, comment ça se fait que vous consommez autant de paracétamol ? Déjà, c'est dangereux, c'est pas normal, mais ils vont où, toutes ces boîtes ? Elle dit, écoutez, vous savez, ça part super vite. Hein. Moi, souvent, le soir, je rentre, j'ai mal partout. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je remplis la baignoire, j'en mets un petit peu comme ça partout, je prends mon bain, et voilà, ça me fait du bien, mais ça part super vite. Donc voilà, et c'est une histoire vraie. J'y crois à peine. C'est une histoire vraie, c'est pour ça que c'est incroyable. C'était du paracétamol effervescent ? Je pense, je n'ai pas demandé, mais en tout cas, j'imagine. Hein. J'imagine. Bon. Elle est pas mal. Non, elle est bien. Je pensais à une autre histoire que vous m'avez racontée, mais bon. Ouais, non, ça passera pas, c'est moins de 18 ans. On va parler de la santé pendant le mois de Ramadan. Est-ce que le mois du Ramadan, c'est un motif de consultation ? C'est pas un motif en soi, en tout cas pas via mon expérience. Ouais. Est-ce que les gens viennent avant le mois du Ramadan pour dire voilà, est-ce que je peux jeûner ? Voilà. Faut savoir que les patients qui posent la question, c'est des patients qui ont des problèmes de santé en général. Donc ils viennent régulièrement. Donc forcément, à l'approche du mois du Ramadan, ils posent la question. Voilà. Mais c'est pas en soi un motif de... Non. Alors, en tout cas, après, c'est peut-être le cas pour d'autres médecins, mais moi, il n'y a pas quelqu'un qui prend rendez-vous en mode le motif de consultation, c'est le Ramadan. C'est on se voit de manière régulière. Là, on arrive à l'approche du Ramadan. Bon, docteur, comment ça se passe maintenant ? Quelles sont les contre-indications pas négociables, on va dire, pour le jeûne pendant ce mois de Ramadan ? Ça va être difficile de faire une liste exhaustive de toutes les contre-indications parce que finalement, ça va être du cas par cas, mais on peut en citer quelques-unes. Souvent, les questions qui reviennent souvent, c'est diabète et ramadan. Bon, diabète, c'est un peu une histoire compliquée parce qu'en fait, il y a plein de diabètes différents, il y a plein de traitements différents. Mais en gros, pour faire très simple, si vous avez un traitement, par exemple, par insuline, bon là, c'est pas possible. D'accord, insuline, diabète. C'est ce qu'on appelle les diabètes insulinodépendants, c'est ça ? Exactement, très bonne réponse, Philippe. Après, il faut savoir que donc il y a le diabète de type 1 qu'on attrape durant l'enfance ou l'adolescence, d'accord, qui est une maladie auto-immune, donc un diabète beaucoup plus rare, mais pour lequel on a la nécessité de l'avoir de l'insuline tous les jours. D'accord, donc ça, c'est pas négociable. Mais après, il faut savoir que le diabète de type 2, qu'on attrape plus tard, à l'âge adulte, suite à différents facteurs qui entrent en jeu, hein, le côté familial, l'environnement, l'alimentation, le manque d'activité physique, tout ce que vous voulez, en général, ça commence par un traitement par un médicament caché, mais chez certaines personnes qui ont un diabète très déséquilibré, difficile à gérer avec les médicaments classiques, on passe souvent un moment à l'insuline. Donc il y a des personnes de diabète de type 2 qui à un certain âge prennent de l'insuline et pour eux finalement le Ramadan... C'est pas conseillé non plus ou c'est interdit ? Ah non, c'est interdit. Il faut savoir qu'il n'y a pas que l'insuline comme ça, mais on va pas faire la liste de tous les médicaments. Il y a des médicaments aussi qui se prennent par la bouche qui créent des hypoglycémies en fait. Ça existe. Donc c'est pour ça. Alors, une hypoglycémie pour tout le monde, c'est... Ah oui, c'est une baisse du taux de sucre. Et en fait, ça, c'est vraiment
hyper dangereux. C'est-à-dire, souvent les gens s'inquiètent du fait que le sucre monte. C'est le cas du diabète. Mais en fait, dans le diabète, il n'y a pas un danger immédiat. Si vous êtes à 3 grammes de sucre dans le sang, effectivement, c'est pas bon, mais c'est pas bon sur le long terme. Oui. Voilà, alors que l'hypoglycémie, c'est pas bon sur le coup. Si vous descendez en dessous de 0,5 grammes par litre, paf, vous tombez. Ça peut finir en coma, donc c'est très rapide. Et si vous êtes sous insuline ou sous un médicament qui crée des hypoglycémies, c'est hyper dangereux du coup de jeûner. Parce que là, l'hypoglycémie, elle va arriver très rapidement. Donc, alors, on le voit, et on le voit dans beaucoup de pays où le jeûne est majoritaire, c'est que le mois de Ramadan est souvent un mois qui révèle le diabète chez des personnes qui ne le savent pas. Quel est le risque de jeûner chez un diabétique qui ne le saurait pas, non diagnostiqué? Il risque quoi? Alors, il n'y a pas vraiment de gros risques sur le mois du Ramadan chez une personne qui est diabétique, qui ne le sait pas, qui n'a pas forcément de traitement. Comme je l'ai dit, le risque, ça va être quoi? Ça va être que le sucre monte très fortement, par exemple, le soir. Parce qu'un patient qui est diabétique, en fait, il ne régule pas sa glycémie. D'accord? Il ne sait pas bien la réguler. Donc, le soir, pour peu, on connaît, on sait comment ça se passe. Ça va bien manger le soir, des choses d'ailleurs très, très sucrées, très riches. Et là, la glycémie, elle va monter en flèche. Et donc, est-ce qu'il y a un risque sur le coup? Pas vraiment. C'est juste qu'on va se retrouver avec le temps, avec un taux de sucre dans le sang qui est tous les jours très élevé. Et effectivement, ça peut porter des conséquences, mais à long terme, en fait, sur un mois de Ramadan, il n'y a pas vraiment de risque. Le grand risque du diabète et du Ramadan, c'est le diabétique qui est sous traitement. D'accord? Le diabétique qui ne le sait pas, qui n'a pas de traitement, bon, effectivement, il faut s'en occuper à un moment donné. Mais s'il faut retenir une chose, c'est diabète, médicaments, Ramadan, là, c'est pas trop bon. Après, ça dépend du médicament à voir. Si par exemple vous prenez ce qu'on appelle la metformine, glucophage, ça c'est des médicaments qu'on donne en première intention en général. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un horaire précis pour prendre par exemple ces médicaments? Déjà quand vous pouvez manger, oui. Déjà c'est logique. Et après, je pense que sur le Ramadan de cette année, on est sur des horaires qui sont, on va dire entre guillemets normal, c'est-à-dire les gens vont se lever peut-être le matin, manger le soir, etc. On peut prendre les médicaments à ces heures-là. Il y a suffisamment de temps finalement. Ouais. Franchement, on est large. Et puis, faut savoir qu'en général, les médicaments par la bouche dans le diabète, c'est pas 6 fois par jour. En général, c'est 2 fois par jour. Si par exemple, je prenais l'exemple de la metformine, en général, c'est un le matin, un le soir. Donc voilà, c'est simple. Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est la grossesse. Oh là là. Et là, on a énormément de questions tous les ans sur la grossesse. Est-ce que la grossesse est une contre-indication aux jeunes? Alors, c'est un sujet compliqué parce que finalement, il y a autant de grossesses qu'il y a de femmes. Donc, donner une réponse unique, je pense que c'est pas possible. Parce que du coup, il y a des grossesses compliquées, il y a des grossesses qui se passent très très bien, il y a des grossesses chez des femmes jeunes, des grossesses chez des femmes âgées, il y a des grossesses chez des femmes qui ont des problèmes de santé, certaines qui prennent des médicaments. Donc, en fait, c'est du cas par cas. Oui, c'est du sur-mesure. On peut pas faire de prêt-à-porter sur la grossesse. Est-ce que le fait, par exemple, de ne pas boire pendant toute une journée, ça pourrait avoir un impact sur la santé de la maman et le développement du fœtus? Là aussi, je dirais que ça dépend de la journée. Si vous faites un ramadan de juillet en pleine canicule, c'est pas pareil qu'un ramadan d'hiver. Ça, c'est un truc à prendre en compte. Personnellement, j'avoue, après peut-être je me trompe, en plein mois de canicule en juin-juillet, si c'était le ramadan, je dirais à une femme de ne pas jeûner si elle est enceinte. Après, si elle fait le ramadan... Ça, c'est l'avis du docteur, effectivement. Voilà. Exactement. Après, si on est sur des horaires d'hiver où finalement à 18h on mange, et à 7h du matin on prend le petit déjeuner... Bon, il fait pas hyper chaud, la journée se passe normalement. Si ça se trouve, la femme, même si c'était pas le ramadan, à midi, elle est au travail, elle a pas le temps, elle casse la croûte rapidement, elle mange pas si bien que ça. Parce qu'il faut retenir aussi que les gens, même hors ramadan, il y en a qui mangent pas très très bien, ou qui s'alimentent pas sur la journée. Ça, c'est quelque chose à retenir, très important. Et des fois, les gens mangent mieux pendant le ramadan que hors ramadan. C'est aussi c'est-à-dire qu'ils sont plus attentifs à ce qu'ils mangent, en fait. Bien sûr, parce qu'ils sont dans la peur qu'il se passe quelque chose. Donc au matin, on va bien manger, on va prendre des trucs qui vont me faire tenir la journée, je vais bien boire, le soir c'est pareil. Alors il y a des gens finalement au ramadan, vous leur dites est-ce que vous buvez au moins une bouteille d'eau par jour? Même pas même pas la moitié d'une bouteille d'eau. Et ça c'est pas normal. On parle de déshydratation ramadan, mais finalement les gens ils boivent plus pendant le ramadan parfois que hors ramadan. Oui, là encore parce qu'ils font pas attention. Exactement. Est-ce que le mois de grossesse est important dans le fait de déconseiller ou pas le jeûne? Est-ce que ça veut dire que c'est moins dangereux de jeûner en début de grossesse et plus dangereux en fin de grossesse, ou ça n'a pas d'importance? Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est en fin de grossesse que les besoins
sont plus importants. Forcément, vous avez un bébé de 3 kilos dans le ventre, donc les besoins vont être importants. Il faut savoir souvent que c'est la mère qui paye le prix, c'est-à-dire le bébé passe en priorité. C'est-à-dire qu'il se sert avant. Ouais, ça sert à rien. Mais du coup, en tout cas, c'est difficile de donner des réponses bien précises sur le sujet parce que, comme j'ai dit, c'est du sur-mesure. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne la grossesse, c'est quand même le médecin, la sage-femme, le gynécologue qui ont le dernier mot. Ah oui, voilà, il faut aller voir votre médecin qui vous connaît bien, qui connaît votre état de santé avant la grossesse, pendant la grossesse, vos médicaments, tout ce qui va avec, et qui va vous dire aussi en fonction du moment de l'année, qu'est-ce qu'on fait. Même si on dit souvent que la grossesse, c'est pas une maladie. Non, du tout. La grossesse, c'est pas une maladie. Et justement, quand il y a un problème durant la grossesse, on parle de grossesse pathologique. Mais de base, la grossesse, c'est physiologique, c'est pas un problème de santé. Voilà, vous avez l'habitude de l'entendre sur Beurre FM, c'est le docteur Walid Mekedem qui est médecin généraliste installé à Paris. Doc, vos réseaux sociaux, c'est Avicenne, et on vous retrouve depuis l'année dernière sur Beurre FM. Vous êtes devenu le nutritionniste préféré de l'imam. Peut-être pas nutritionniste, mais en tout cas médecin pendant le mois de Ramadan. Ça me fait plaisir d'ailleurs de venir. Et vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne Avicenne. On parlait de grossesse et avant de parler de migraine, je voulais qu'on parle des femmes allaitantes. Alors, est-ce qu'il y a finalement des recommandations particulières pour celles qui ont choisi d'allaiter ? Alors, j'ai pas en tête de connaissances de recommandations stricto sensu sur le sujet. Faut savoir que finalement la production de lait s'adapte aux besoins de l'enfant. Ça, c'est quelque chose de très bien fait dans la nature. Donc faut le savoir, vraiment, le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux pour un nourrisson. En tout cas, les recommandations par rapport à ça, c'est normalement dans l'idéal, si on peut le faire, c'est 6 mois d'allaitement exclusif pour le bébé. Et avec plein de vertus, on va pas faire la liste ici, mais en tout cas, ça protège d'infections bactériennes, du développement de certaines allergies, de plein de problèmes de santé. Et du coup, vraiment, le lait de la maman, c'est ce qu'il y a de mieux pour le bébé. Est-ce que le jeûne, du coup, c'est un problème ? Oui, la question serait, est-ce que finalement le fait de jeûner agit sur la production, sur la quantité de production de lait ? On va mener l'enquête, Doc. On va mener l'enquête, parce qu'on va pas dire de bêtises. Et du coup, on va y réfléchir. On va y réfléchir et on répondra pendant le Ramadan. Un soir. C'est au début du mois de Ramadan qu'apparaissent les premiers maux de tête. Maux de tête ou migraine ? Très bonne question, Philippe. Vous pointez quelque chose d'important. Voilà, souvent les gens parlent de migraine. Mais en fait, un migraineux vous dirait non, tu fais pas une migraine là, je suis juste mal à la tête. Parce que quand on fait une migraine, je peux vous dire que c'est quelque chose de très très violent. Donc la migraine, pour ceux qui en font, ça dure au moins 4 heures et ça peut durer 3 jours. Et la migraine, ça répond à plusieurs critères. Donc déjà, la durée, mais après sur la forme finalement de la douleur, une migraine, c'est d'un côté, ça bat dans la tête, ça vous donne envie de vomir, vous supportez pas la lumière, le bruit. Souvent les gens qui sont migraineux s'enferment dans le noir. Et donc voilà, une vraie migraine, on la reconnaît. Par contre, le mal de tête de fin de journée pendant le Ramadan, c'est un peu ce qu'on appelle une céphalée de tension. C'est ce qui va vous arriver aussi en dehors du Ramadan. Vous avez passé une sale journée. Alors, céphalée, c'est le mot un petit peu savant pour dire mal de tête. Voilà. Donc vous passez une sale journée, vous êtes fatigué. Finalement, vous avez plein la tête justement. Vous avez la barre au front. La barre au front, c'est un mal de tête, c'est une céphalée classique, c'est pas vraiment une migraine. Vous allez vous reposer, être tranquille, bien boire, manger tranquillement, ça va passer quoi. Pendant le Ramadan, c'est à peu près ça quoi. Les premiers jours, les gens sont fatigués, ils ont pas bien dormi, justement ils ont pas mangé, ils sont jeûnés, ils sont un petit peu déshydratés. Et le soir, on a la barre au niveau de la tête, on n'est pas bien. Et au final, après, on se pose quand c'est l'heure de manger, on mange, on boit bien, on rigole un petit peu, et ça passe. Et une migraine, c'est pas comme ça. Ce qui veut dire que c'est la déshydratation peut être une cause de migraine ? Oui, bien sûr. Après, franchement, aujourd'hui, les gens qui font le Ramadan et qui sont plutôt en bonne santé, ils sont pas déshydratés en fin de journée. Mais le manque d'apport, que ce soit d'eau, de nutriments, de manger, ça va jouer, mais c'est un tout. C'est comme plein de choses. Comment ça, on n'est pas déshydraté en fin de journée ? Alors là, moi, j'ai l'impression qu'on est déshydraté en fin de journée. C'est peut-être une impression, mais si on parle stricto sensu de déshydratation, le jour où ça vous arrive, vous tenez pas debout. Donc déshydraté, c'est quelque chose de grave à prendre en charge. Et c'est vrai qu'un corps qui n'a pas bu pendant 2 jours, là, c'est fini, parce qu'on peut pas durer plus de 2-3 jours sans boire de l'eau, ça c'est mortel, d'accord ? Et là, on sera vraiment dans une situation de déshydratation. Maintenant, si vous n'avez pas bu pendant 12 heures,
le mot déshydraté, ça va prendre avec des pincettes. Hein, certes, vous allez avoir soif, vous n'allez pas être bien, vous allez avoir la bouche un petit peu sèche. Il peut avoir, on va dire, une petite touche de déshydratation, mais on n'est pas sur la déshydratation pure qui va vous emmener à l'hôpital. Après, ça dépend effectivement de votre état de santé et tout ça. Mais si vous êtes malade, de toute façon, je pense que les imams en parleront durant le ramadan. Le ramadan, on ne peut pas le faire aussi. Donc, d'ailleurs, j'en parle aujourd'hui, il y a des contre-indications. Mais si vous êtes en bonne santé, vous êtes bien portant, vous n'avez pas de soucis particuliers, vous jeûnez 10-12 heures, bon, il n'y a pas de raison que vous soyez vraiment déshydraté. Bon, le jeûner ne risque pas d'entraîner certains troubles. C'est ça la question, quoi. Si on est en bonne santé, non. Bah voilà, la vérité, après, le risque zéro n'existe pas hein, sur la planète, sur la Terre, en médecine en général. Maintenant, si on fait une règle générale, si vous n'avez aucun souci, vous jeûnez 10-12 heures, bon, il n'y a pas de raison qu'il se passe une catastrophe. Alors, je voulais qu'on termine sur la migraine, parce que c'est vrai que certains aussi se plaignent de migraine. Là, dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre chose à faire. Ça passe pas comme ça, la migraine ? Ça ne passe pas comme ça. Donc la migraine, comme j'ai dit, ça peut durer 3 jours. Donc si on fait rien, ça va durer. Après, ça dépend aussi évidemment des gens. Mais les traitements qui marchent le mieux sur la migraine, c'est les anti-inflammatoires. Et après, chez certaines personnes, ça ne marche pas. Donc on donne une autre classe de médicaments qu'on appelle les triptans, qui sont un peu plus adaptés parfois à la migraine. Et ça peut soulager la crise. Et après, malheureusement, chez certaines personnes, en fait, on vide la boîte rapidement parce qu'on fait trop souvent des migraines. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à prendre des triptans tout le temps ? Non, le médecin peut proposer un traitement de fond, comme dans les maladies comme l'hypertension, le diabète, et finalement, un cachet qu'on prend tous les jours pour éviter de faire des crises de migraine chaque semaine, quoi. Alors, l'hypertension, justement, est-ce que c'est une contre-indication aux jeunes ou pas du tout ? Non. Enfin, pour moi, franchement, je peux même l'affirmer. L'hypertension bien régulée avec des traitements bien adaptés, que vous prenez soit le matin, soit le soir, il n'y a pas de raison particulière à ce que ça vous contre-indique finalement. Est-ce que jeûner, ça a un impact sur la tension d'ailleurs est-ce que ça fait monter ou baisser la tension ? Bonne question, je ne saurais pas vous répondre. Bon, là aussi, enquête à mener. On va enquêter, mais c'est-à-dire que si vous avez votre cachet de tension, que la tension finalement sous traitement, elle est bien, bon, c'est tout. Après, la tension, c'est comme le diabète, c'est quelque chose à surveiller. Souvent, l'idéal, c'est d'avoir quand même un appareil à la maison, de regarder. Et si vous remarquez que c'est un peu bizarre, que ça monte trop, que ça baisse trop bas, là, il faut aller voir le médecin. Bon, j'y réfléchissais en parlant. À la limite, ce qu'on peut avoir, c'est peut-être justement une baisse de la tension, si justement on n'a pas bu assez, qu'on est trop fatigué, etc. Après, vous savez, ça varie aussi chez les gens. Il y a des gens qui sont très fatigués, qui vont faire des pics. Donc, j'ai pas une bonne réponse à donner. En tout cas, vous avez une tension, vous la réglez bien avec vos traitements. D'habitude, il n'y a pas de souci. Normalement, c'est bon. Après, des fois, on se retrouve chez des personnes qui ont une hypertension très mal contrôlée et qui ont plusieurs traitements dans la journée. Si vous prenez plusieurs traitements dans la journée, vous pouvez pas faire le ramadan. Hein. Vous pouvez pas jeûner. Qui plus est, il y a des personnes qui ont la tension, plus d'autres trucs à côté. Donc là, après, cholestérol, diabète. Voilà, souvent c'est le cocktail classique, hein, quoi. Diabète, tension, et vous l'avez dit, dyslipidémie, cholestérol. Et puis pour peu qu'il y ait eu un jour un petit souci de cœur, etc., on a souvent d'autres traitements associés. Donc voilà, c'est un peu du cas par cas aussi. Hein. Alors c'est vrai qu'on est dans le mois de l'insuffisance cardiaque, en tout cas le mois de la prévention de l'insuffisance cardiaque. Est-ce que les maladies des coronaires sont des indications pour ne pas jeûner ou pas du tout ? Alors là, on part du coup sur des plus gros problèmes de santé. Si vous parlez de maladies de coronaire, ça dépend de quoi vous parlez. L'insuffisance cardiaque dont on en parle beaucoup ce mois-ci, parce qu'effectivement, c'est le mois de prévention de l'insuffisance cardiaque que nous propose la Sécurité sociale aujourd'hui. Donc, est-ce que voilà, il faut surveiller ou pas ? Bien sûr. Parce que l'insuffisance cardiaque, c'est pas une maladie des coronaires, d'accord ? Maladie des coronaires, c'est par exemple, j'ai fait un infarctus, donc j'ai les tuyaux qui sont bouchés. L'insuffisance cardiaque, c'est j'ai mon cœur, mon muscle qui pompe pas assez, d'accord ? Donc j'ai besoin de traitement pour l'aider, sinon finalement ça circule pas. Et le gros risque de l'insuffisance cardiaque, c'est de faire de l'œdème. On pompe pas assez, donc je vais pas vous expliquer le mécanisme vraiment, mais on va avoir les jambes qui vont gonfler comme des poteaux. Et à côté de ça, on peut avoir aussi de l'eau dans le bide, mais aussi au niveau des poumons. Et faire un œdème des poumons, ça, c'est très, très grave. Donc, en général, les patients ont des traitements
pour peu qu'ils aient plusieurs traitements dans la journée, là, faut pas s'amuser à jeûner. D'accord. Et c'est-à-dire qu'on peut pas concentrer les traitements pour faire des prises une le matin, une soir. Ça dépend. En général, c'est les mêmes familles de traitements qu'on donne à chaque fois, mais après, selon les patients, le degré d'insuffisance cardiaque, ça s'évalue en fait avec des examens différents, comme par exemple une échographie du cœur, etc. On change un petit peu aussi les ordonnances de médicaments. Mais par exemple, le problème, c'est que pendant le Ramadan, le soir, par exemple, on va manger de manière très riche pour la plupart des gens, ou très salée. Ouh là là, sel, insuffisance cardiaque. Ça fait pas bon ménage. Ah là, vous pouvez être sûr que, par exemple, parce qu'on parle de Ramadan, mais si on parle des fêtes de Noël. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Les hospitalisations sur décompensation d'insuffisance cardiaque après les repas très salés, avec fruits de mer, fromage et tout ça, c'est le classique. Le classique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une décompensation ? C'est de l'œdème, par exemple. C'est-à-dire, finalement, vous êtes gorgé d'eau, le cœur n'arrive pas à pomper et vous vous retrouvez à faire, dans le plus grave des cas, un œdème aigu du poumon. Et ça, c'est hospitalisation directe. Donc, je fais un peu peur, mais c'est une réalité. Et ça, on le voit souvent pendant les fêtes de Noël. Mais du coup, là, pendant le Ramadan, attention aux gens qui sont insuffisants cardiaques, le manger, etc. Donc, vraiment, insuffisant cardiaque, Ramadan, ça dépend un peu de votre degré d'insuffisance cardiaque, de votre traitement. Il faut voir avec votre médecin. En général, pas top. Donc, attention, et on ne mange pas, on sale pas la soupe. Pas trop. Après, voilà, faut pas avoir ça dépend. Il y a plein de maladies, on dit faut pas manger de sel. C'est pas vrai. Si vous êtes hyper tendu, souvent vous allez entendre faut pas manger de sel. Non, faut manger du sel. Mais il faut avoir un régime, ce qu'on dit hyposodé, c'est-à-dire moins de sel, parce que sinon ça va vous faire monter la tension. Par contre, dans l'insuffisance cardiaque, ça dépend du degré. Des fois, il y a des régimes sans sel strict. Oui, alors que du sel, aujourd'hui, dans la nourriture, il y en a partout. Il y en a partout. C'est pour ça que c'est mieux de manger de la nourriture non transformée, non industrielle, même si je sais, c'est plus compliqué. Bon, c'est l'idéal. L'idéal, c'est de faire soi-même sa popote. Ouais. Dans le pain, il y a du sel. Bien sûr, dans le pain, il y a du sel. Après, quand on parlait des repas transformés, etc., il y a énormément de sel. Et c'est sûr que l'alimentation, c'est un grand facteur de décompensation cardiaque. En gros, il y a deux grands facteurs. 1, l'alimentation, et 2, les écarts vis-à-vis des traitements. Vous oubliez un cachet, 2, ça fait 3-4 jours, vous n'avez pas pris les médocs. Paf, ça va très très vite. Ça va très très vite, sinon on ne prendrait pas les médicaments tous les jours. Avec le docteur Walid Mekedem, je rappelle que vous êtes doc, médecin généraliste, vous faites partie de cette nouvelle génération de médecins, 29 ans, mais qui a décidé de rester conventionné. Vous allez m'embêter avec ça. Non, je vous taquine avec ça, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Non, je vous taquine, je me permets de vous taquiner, docteur Mekedem, parce que vous avez fait une vidéo où vous expliquez, vous avez décidé d'exercer dans ce qu'on appelle un centre médical, dans un quartier populaire, et vous expliquez aujourd'hui les difficultés qu'il y a à pratiquer la médecine, et de bien la pratiquer dans ces endroits. Donc voilà. C'est compliqué, les gens ne se rendent pas compte quand on parlait de la consulte à 25. Quand on dit l'augmenter, ils disent c'est pour enrichir le médecin. Mais en fait, c'est hyper dur d'avoir une bonne structure de soins avec ce tarif de consulte. Finalement, moi je suis dans un centre où on est plusieurs médecins, il y a plusieurs secrétaires qui sont là à temps plein du matin jusqu'au soir. Il faut les personnels qui font le ménage, il faut les loyers. Les loyers à Paris, c'est incroyable. L'électricité, même a priori dans des quartiers qui ne sont pas des quartiers au centre, c'est ça qu'il faut comprendre. Bien sûr, voilà, les loyers, c'est phénoménal. L'électricité, ça concerne tout le monde, mais quand vous avez une grosse structure ouverte tous les jours, c'est des factures énormes. Désolé, mais à 25 €, à moins de faire une usine à gaz, c'est compliqué d'entrer dans les frais de tout ça. Donc, voilà, c'est un vrai sujet. C'est ça parce que vous êtes un doc qui débute, et peut-être que ça aurait été plus facile pour vous d'aller vous installer dans un quartier chic, secteur non conventionné. Effectivement, là c'est un autre sujet. On pourra en parler dans une vidéo, moi je suis ouvert. D'après le mois de Ramadan, on parle du mois de Ramadan, des contre-indications aux jeunes. On parle de contre-indications, même si jeûner, c'est bon pour la santé. Là vous me posez des questions pièges. Le jeûne, en fait, il faut savoir qu'il y a des dizaines, même peut-être plus, de centaines d'études, de tests sur le sujet. Et il n'y a personne qui aujourd'hui pose un cadre. Un cadre, parce que finalement, les jeunes, en fait, il y en a plein des jeunes différents, d'accord ? Et moi, je ne suis pas un spécialiste du jeûne, mais quand on parle de jeunes sur Internet, vous tapez jeunes, vous allez avoir des noms de jeunes dont j'ai jamais entendu parler, d'accord ? Et finalement, ça dépend de trop de paramètres. Mais est-ce qu'on peut considérer comme un jeûne, ou un jeûne intermittent, ce qui se pratique pendant le mois du Ramadan, où les gens, le soir, de toute façon, vont manger une shorba, vont manger des briques, vont manger un plat, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas manger et boire toute la journée, mais qui vont quand même, d'une certaine façon, compenser le soir. Bien sûr. Est-ce qu'on peut appeler ça un jeûne ? Non. Pour moi, non.
Enfin, après, ça, c'est débat. Question débat, mais en fait, vu comment le jeûne du mois de Ramadan il est pratiqué aujourd'hui en France, bon, si de base il devait y avoir des bienfaits, je suis pas sûr qu'on les ait conservés à notre époque. Hein, vu comment les gens se gavent le soir et le matin aussi, vous remplissez le ventre comme pas possible le soir. 3-4 heures après, vous vous réveillez, vous remangez. C'est du jeûne, ça. Donc, en tout cas, je sais pas si aujourd'hui, de cette manière, il y a des bienfaits. Donc, si on part du principe, hypothèse qu'il y aurait un bénéfice pour la santé, faites-le bien, le jeûne. Voilà, le soir, mangez de manière modérée et saine et équilibrée. Et arrêtez de manger pour 8, quoi. Je voulais qu'on parle de l'insuffisance rénale. Est-ce qu'en cas d'insuffisance rénale, il est recommandé ou pas de jeûner ? Ah non, ça c'est pas bon, ça, l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, vos reins, ils ont besoin de filtrer, hein, finalement, il faut boire. Non, après l'insuffisance rénale, c'est une maladie qui se grade. Il y a différents stades d'insuffisance rénale en fonction de ce qu'on appelle la clairance rénale. Bon, des fois on peut parler d'insuffisance rénale à un stade très peu évolué du problème, hein. Il y a des gens chez qui on va dire vous avez une insuffisance rénale modérée, mais au final, ça n'a pas vraiment de conséquences. C'est juste que sur le long terme, il faut avoir parfois ce qu'on appelle des traitements qui sont dits néphroprotecteurs, qui protègent le rein et qui évitent que ça se dégrade. Maintenant, si vous êtes dans le cadre d'une insuffisance rénale sévère, non, il y a des risques à être à jeun. C'est-à-dire que dans ces cas-là, dangereux, hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous hydrater régulièrement, c'est ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr. L'insuffisance rénale, c'est une maladie qui est mortelle, hein, finalement. C'est-à-dire, aujourd'hui, en France, on arrive pas à guérir, parce qu'en général, l'insuffisance rénale, quand elle est posée, elle est posée. D'ailleurs, une des grandes causes, parce que là, on va faire une boucle dans la vidéo, enfin, dans l'émission, mais une des grandes... Exactement, diabète. Et Philippe, quelle autre maladie ? Tink. On en a parlé. Hein ? On en a parlé. Insuffisance du cœur ? Non. La tension ? Oui. Et oui, la tension dans les reins. Ouais. La tension, hypertension, ça abîme la tuyauterie, ça abîme au niveau des reins. Donc, diabète, ça passe devant quand même, mais après, c'est hypertension. Donc, diabète, hypertension. Je dis ça parce que c'est pas très médiatisé, hein, les maladies des reins, pour l'instant. Il y a peu en tout cas, de prévention. Exactement. Mais c'était la journée, il y a pas longtemps, de la maladie rénale. Mais en tout cas, effectivement, les reins, ça se protège. Et les gens se rendent pas compte que c'est vraiment le thermostat, enfin, un des thermostats, en tout cas, de notre corps. Par le rein, on règle plein de choses. On règle par exemple d'ailleurs la tension. Et donc le rein, il faut le protéger, il faut l'entretenir. Bon, et c'est sûr que si votre rein il est abîmé, faut pas s'amuser à faire des jeûnes très difficiles, hein, parce que du coup, une fois qu'il est abîmé, c'est difficile de revenir en arrière. Donc il faut le protéger. Je pense aux personnes qui prennent des traitements neuroleptiques, donc des maladies de l'humeur, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que ces personnes peuvent jeûner ? Est-ce qu'on peut déplacer la prise des médicaments ? Alors, ça dépend du terme qu'on utilise. Vous avez parlé de neuroleptique. Neuroleptique, c'est pas pour les histoires de dépression. Hein. Le neuroleptique, ça va être souvent dans les maladies psychiatriques, comme ce qu'on appelle la bipolarité, la schizophrénie. Donc là, après, on est lors un peu la théologie. Peut-être qu'il y a un imam qui pourra en parler, mais est-ce que l'homme qui a une maladie psychiatrique dans laquelle il n'a pas forcément tous ses moyens psychiques, est-ce qu'il peut jeûner ? Après, si on est sur le plan purement médical, si les traitements sont pris finalement à la bonne posologie au bon moment, c'est pas forcément un souci. Mais après, histoire de religion, c'est pas à moi de répondre. Il y aura peut-être un imam qui répondra à cette question. On posera la question à l'imam Abdel Ali Mamoun. Voilà, et après pour les histoires de dépression, là c'est des traitements, par exemple antidépresseurs. Il n'y a pas de souci par rapport aux jeunes. Jusqu'à quel âge on peut jeûner ? Il n'y a pas d'âge, parce que pareil, les âges, il y a différents âges. Mais si on parle d'âge physiologique, on n'a pas tous le même au même moment. Il y a des personnes de 80 ans qui ont une santé finalement de 60. Qui sont super forme. Bien sûr. Et après, vous voyez des personnes de 40 ans qui sont totalement abîmées, si on peut utiliser le terme. Donc finalement, il n'y a pas d'âge. C'est vraiment votre état de santé qui prime. Si je dois retenir quelque chose. Donc c'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne doit plus jeûner. Non, du tout. Il y a des gens qui sont âgés, qui sont sportifs, bien portants, qui ont zéro souci de santé, donc c'est pas une contre-indication. Alors, il y a aussi les questions de déshydratation, sur les personnes âgées qu'il faut surveiller un petit peu. Peut-être qu'elles ressentent moins la soif que les autres. Bien sûr, et on en a entendu parler quand
La canicule. Exactement, Philippe. Donc, pendant la canicule, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de déshydratation chez les personnes âgées pour plein de facteurs. Il y a ça qui entre en jeu, le fait qu'elles ne ressentent pas forcément le besoin de boire. Mais après aussi, il y a l'état, finalement, le métabolisme qui est différent aussi, la prise de médicaments. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Mais ça, c'est un paramètre qui est important à prendre en compte. Donc, chez les personnes âgées, voilà, faut l'avoir en tête, faut stimuler, faut dire c'est important de boire même quand vous n'avez pas soif. D'accord ? Bon, voilà, c'est du cas par cas, mais après, une personne qui, dans cette situation, souvent, elle n'a pas non plus un état physiologique au top. Souvent, ces personnes-là, ils ont quand même des soucis de santé à côté. Je veux dire, la personne, voilà, comme je disais, de 70 ans, hyper sportive, bien, qui a aucun traitement, aucun médicament, bon, je pense pas qu'elle ait ce souci de pas forcément ressentir la soif. Vous voyez ? Et pareil pour les ados, hein, en âge de jeûner aussi. Bien sûr. Qui peut-être, C'est quoi la question, là ? Non, parce que je dis, est-ce qu'il y a un âge pour jeûner jusqu'auquel on peut jeûner ? Mais il y a aussi un âge où on est religieusement, on doit jeûner et où on est peut-être pas en condition pour jeûner toute la journée. Bien sûr. Surtout au moment, surtout sur les longs jeûnes d'été. Mais en tout cas, il y a des adolescents qui sont physiquement pas matures physiquement. Je sais pas utiliser quel terme, mais pour subir des jeûnes, ça dépend. Franchement, ça dépend. On parle peu des femmes qui ont leur menstru, et pourtant c'est fatigant les menstrues, physiologiquement. Eh oui, c'est très fatigant, selon les femmes aussi. D'ailleurs, c'est un grand motif de consultation. Tu peux me faire une petite pub ? Alors allez-y, en mois de Ramadan, la pub elle vaut cher. Vaut cher. Allez-y. Non mais en gros, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur les règles très douloureuses. Et c'est vrai que les règles, on s'en rend pas compte parce que les gens n'en parlent pas forcément, mais des fois c'est vraiment un motif de consultation, juste les règles. Donc la personne qui vient et qui vous dit j'ai trop mal et qui à chaque fois prend des arrêts de travail parce que c'est les règles, ou je saigne trop, ou finalement j'ai des conséquences à cause de mes règles abondantes, comme par exemple de l'anémie. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais chez certaines femmes, les règles c'est vraiment un problème, et quand c'est un problème, c'est qu'il y a quelque chose derrière souvent. C'est pas normal. Alors l'anémie, c'est quoi ? C'est une fatigue ? C'est une... L'anémie, c'est un manque d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui va constituer finalement vos globules rouges, et c'est sûr que si vous saignez tous les mois de manière abondante, vous allez avoir un retentissement au niveau sanguin qui va donner une anémie. Si vous avez de l'anémie, un manque d'hémoglobine, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes pâle, vous êtes fatigué, vous êtes essoufflé rapidement, vous avez le cœur qui bat vite, et des fois c'est très très invalidant. Et quand on cherche, souvent chez les femmes jeunes, la première cause quand même c'est les règles abondantes. Donc oui, les règles parfois c'est un problème, et chez les règles donc douloureuses, très abondantes, etc., qui sont handicapantes tous les mois, faut aller voir le médecin, il faut en parler, parce que des fois derrière il y a des problèmes comme l'endométriose, sur lequel voilà, il faut donner un coup de main, parce qu'on ne peut pas galérer quand même toute sa vie jusqu'à la ménopause avec des règles qui chaque mois vont vous empêcher d'aller bosser. Docteur Walid Mekedem, qu'on retrouve le soir aux côtés de l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a moins de lapins pendant le mois du Ramadan, ou il y a toujours autant de lapins ? Les lapins, écoutez, depuis que j'ai une patientèle un peu plus construite, on va dire, maintenant ça fait un moment que je suis installé. On vous pose moins de lapins, parce que c'est vrai que c'est un des problèmes des médecins généralistes. Mais j'en ai toujours beaucoup. Je vais pas dire que j'en ai plus, j'en ai quand même pas mal, mais je le remarque que j'en ai quand même moins qu'il y a un an en arrière. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt, Doc. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.